Il y avait quelque chose qui poussait, quelque chose de l'intérieur, qui allait au-delà du discours victorien bontain. Tu as employé un mot qui est très juste, c'est l'ambiguïté. Tout est ambigu dans le roman. Déjà, Dracula c'est un non-mort, donc ça veut dire qu'il n'est pas vivant, il n'est pas mort non plus. Ses relations avec Jonathan Harker sont ambiguës, celles avec Mina le sont aussi. En fait, il n'y a rien de sûr et de complètement déterminé. Mina Lucie, enfin vraiment, tout est en entre-deux. Et c'est ça qui est très intéressant dans le livre. Oui, d'ailleurs, il y a une chose aussi qui m'a toujours intrigué dans Dracula, c'est qu'on a l'impression que c'est la lutte du bien contre le mal, et quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que le mal est très séduisant, hein, finalement. Dracula, c'est un personnage qui a quand même du cran, qui résiste à tout le monde, qui est seul contre tous. Et Van Helsing, lui, est censé incarner le bien, mais quand on lit vraiment attentivement le texte, on a l'impression que c'est une vieille ganache radoteuse, qui échoue d'ailleurs dans tout ce qu'il fait. Hein. Il échoue lorsqu'il essaie de soigner Lucie, il la laisse mourir, tout en gardant le secret d'ailleurs sur sa prétendue maladie. Donc le bien et le mal, qui paraissaient coupés au couteau, c'est beaucoup plus diffus que la frontière entre les deux paraît beaucoup plus ténue que dans une première lecture. Totalement d'accord. Et puis alors il y a un trait encore plus de génie dans le roman, c'est le personnage de Renfield. Alors, je veux dire, là, tous les acteurs du monde rêvent de jouer ce personnage. Je veux dire, alors là, dans le style ambigu, je veux dire, parce que là, il aborde de plein fouet les problèmes de la folie, les problèmes de tout ça, qui est fou, qui ne l'est pas. Enfin, bon. Et justement, le pendant, on va dire, médiocre de Van Helsing, c'est le docteur Seward, avec son asile de fou, qui ne sait pas quoi en faire, qui soigne de manière complètement horrible, qui bourre les médicaments, les patients de laudanum. Enfin bon, et c'est pour ça qu'il fait quand même une espèce de scanner de la haute société londonienne, et tout ça n'est pas reluisant du tout. Bon. Et c'est vrai que si on relit uniquement le roman, rien que sur l'aspect sexuel, comme des obsédés, en voulant voir du sexe partout, mais il n'y a que du sexe dans ce roman, parce qu'il explore tout. Le mono, le trio, le bi, le truc, le machin, tout y passe, tout y passe, tout y passe. Et ce personnage de Dracula se sert justement des gens les plus faibles. C'est-à-dire qu'il commence par Renfield, c'est Renfield qui fait tout le boulot, il hypnotise, etc. Et puis il commence par Lucie. Et c'est là où il va y avoir l'os, c'est quand il va s'attaquer à Mina. Et là, Stoker fait encore preuve de modernisme, puisque quand même c'est Mina, c'est-à-dire une femme qui à l'époque c'était pas du tout au goût de cette société-là, hein, qui va faire en sorte que le vampire pourra être vaincu. Parce que bon, certes, ce sont les gitans à la fin, enfin les hommes qui détruisent des gitans et qui coupent la tête à Dracula, mais tout ça c'est grâce à Mina. Parce que Mina a résisté à l'emprise du vampire, elle s'est laissée assez hypnotiser pour pouvoir guider jusqu'au château. Bon. Et là aussi, une fois de plus, on a encore un acte de plus de modernité chez Stoker, puisqu'il dit, quelque part, il dit avant la lettre, la femme est l'avenir de l'homme, enfin, voilà. Et on est à peine à la fin du 19e, donc il faut vraiment... voilà. Donc, moi je dirais, puisque le thème c'est quand même l'adaptation, si on fait l'adaptation du roman, on a le droit de faire ce qu'on veut, effectivement, mais il y a quand même des grandes lignes à côté desquelles il est difficile de passer. Adapter Dracula sans Mina, sans Renfield, ou je sais pas quoi, bon, ce serait quand même des grosses erreurs, parce que quand même on peut dire, à un moment donné, bien sûr que le créateur a le droit de faire ce qu'il veut, mais il a le droit aussi de faire des erreurs. Hein. Et voilà, c'est comme si on adaptait, je ne sais pas moi, les Trois Mousquetaires sans qu'il y ait d'Artagnan, c'est un peu pareil, quoi, quelque part. Voilà. Et je pense que c'est un roman qui demande vraiment un grand sérieux si on veut
l'adapter sans trop le trahir. Oui, pour rebondir sur ce que vous avez dit sur Renfield, ce qui est assez curieux, c'est que dans de nombreuses adaptations cinématographiques, et peut-être même théâtrales, de Dracula, le personnage de Renfield, qui est pourtant un personnage central, est complètement escamoté. Dans le Cauchemar de Dracula, premier film avec Christopher Lee, il n'apparaît pas. Hein, et ça, c'est assez bizarre. Est-ce que c'est parce que c'est un personnage trop complexe qui fait peur aux adaptateurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la... Jérémy, justement, toi, par rapport au fait que ton album est une adaptation de Dracula, mais plus destinée à un public jeunesse, comment justement tu as visuellement, graphiquement dans l'album, envisagé justement ce côté vraiment noir, négatif du personnage, alors qu'on n'est pas forcément sur le public de destination d'origine du roman, en fait? Déjà, je vais revenir sur les nombreux films d'animation qui ont été faits sur Dracula. Donc on peut voir des références à Dracula dans beaucoup de dessins animés. Bon, on va revenir sur Scooby-Doo, etc. Dracula, aux enfants, on l'enseigne comme un monstre, comme un être surnaturel qui a des pouvoirs, mais qui est monstrueux. Donc les enfants, ils ont peur de Dracula. Le côté humain est carrément balayé. Et en fait, dans cette adaptation de Dracula de Bram Stoker, même s'il y a le côté créature, j'ai voulu donner un côté plus contemporain, donc le côté humain. Et ce qui a été très difficile dans cette adaptation jeunesse, c'est que qui dit vampire, qui dit mythe du vampire, dit connotation sexuelle, dit sang, dit violence, frayeur, compagnie, et tout ce qui en suit. Et dans cette adaptation jeunesse, j'ai dû vraiment, non pas édulcorer les choses, ce n'est pas du tout mon intention, mais on va dire que les images que j'ai produites devaient être douces et très suggestives. On va dire que Dracula, mordre, Mina, Lucy, ça n'existe pas dans mon livre, mais tout est suggéré. Donc on peut, par exemple, voir tout au long du bouquin deux nuances globales. Il y a le bleu, que j'ai décidé pour la présence du vampire, car je trouve que le bleu, c'est une couleur fantomatique, comme le vampire, c'est un être pas tout à fait vivant, pas tout à fait mort. Et dans mon bouquin, il y a deux gammes colorées majeures, il y a le rouge et le bleu. Et en règle générale, le rouge, je l'ai mis dans non pas dans la violence, mais dans toutes les scènes qui sont plutôt chaleureuses, on va dire. Et toutes les scènes où il y a le vampire, j'ai choisi une couleur bleue. Je vous invite d'ailleurs à le feuilleter tout à l'heure, comme ça vous verrez mieux ce dont je parle. Et du coup, dans ce bouquin, ça a été très difficile, rien que la couverture. La couverture, si on regarde bien, il n'y a pas de contact direct entre Dracula et Mina. D'ailleurs, même dans Bram Stoker, le contact n'est pas vraiment réel. Et en fait, moi j'ai pas mal de références cinématographiques et du coup, par exemple, on voit des affiches comme le Nosferatu de Werner Herzog, où on voit Dracula avec dans ses bras Isabelle Adjani, c'est une très belle affiche d'ailleurs, parce que je l'avais d'ailleurs sur mon bureau, donc j'étais très tenté de mettre Mina dans les bras de Dracula, mais là, ça n'allait pas en fait. Du coup, je me suis dit, plutôt que faire une couverture où il y a un rapprochement entre le vampire et Mina, je me suis dit, l'imposante silhouette de Dracula avec le côté chauve-souris, donc là on est plus dans un côté contemporain, mais pas de vrai contact. Mais par contre, on sent qu'il englobe l'image et il y a une influence un peu expressionniste allemand, comme on peut le voir aussi dans le film, évidemment, dont on vous a parlé tout à l'heure, de Murnau, Nosferatu, qui m'a beaucoup inspiré aussi pour cet ouvrage. Mais une des adaptations qui m'a le plus inspiré, on va dire, c'est Coppola, parce que je trouve que c'est une des plus belles esthétiquement. C'est limite, c'est baroque, c'est très détaillé, les costumes sont fantastiques. Et dans mon ouvrage, je pensais que pour justement la jeunesse, faire un livre avec des décorations, des fioritures, etc., ça pouvait bien adoucir justement le propos. Et je suis allé dans le côté poétique de la chose, avec des inspirations art nouveau, et qu'on peut aussi retrouver dans des Disney comme La Belle au Bois dormant, etc. Donc c'était vraiment là la direction artistique que je voulais donner à cet album. Comment quand on adapte Dracula,
peut-on jouer avec les unités de temps et de lieu du récit, parce qu'en fait ça se passe en Roumanie puis en Angleterre et sur plusieurs semaines. Comment on abat un peu les difficultés? Puisque bon, moi je m'étais penché très sérieusement sur l'adaptation cinématographique, ben, c'est les journaux. On l'a, on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Ils nous donnent la clé du Stoker. C'est les journaux qui nous permettent de passer d'un personnage à l'autre sans faire aucun formule enchaîné. Tout est en cut. Vous passez d'un personnage à l'autre, vous avez les dates, bon, donc c'est génial, quoi. Le découpage est quasiment fait, le découpage du roman est quasiment fait. Voilà. Enfin, ça c'est mon humble avis, mais parce que justement, moi ce que je trouve, puisque c'est quand même le thème, l'adaptation du roman, il suffit de prendre le roman comme des scénarios, voilà. Et on filme ce qu'il dit. Alors ça a l'air un peu sec comme ça, mais c'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, parce que sinon à ce moment-là, on écrit un autre roman qui s'appelle Draculo, ou Draculi, ou Dracula, je sais pas quoi, mais on ne dit pas je fais Dracula de Stoker. On dit je fais Dracula de Fellini, de Coppola, ou de machin. Voilà. Mais si on veut adapter le roman, en plus avec Stoker, c'est facile, parce que il écrit ça 2 ans après la naissance du cinéma. Si vous lisez bien le roman, vous allez voir, c'est écrit comme un scénario. Il n'y a qu'à le lire, prendre une caméra et filmer. C'est tout. Et moi, je mets au défi quelqu'un de me dire le contraire. Parce que quand j'ai adapté l'invité de Dracula, ben, je ne me suis pas fatigué. J'ai pris ce qui était écrit. Pourquoi j'allais, moi, mettre mon grain de sel dans un truc qui était déjà très fort, très puissant, etc. Non, j'écris, voilà, il arrive dans un cimetière, bon, tout d'un coup une tempête de grêle se met à tomber, il arrive dans un tombeau, il y a marqué dessus les morts vont vite, bon mais voilà, on fait les décors, on filme, machin, tout, on suit la description, voilà. Et c'est comme ça que moi, si j'avais pu trouver le producteur de Coppola, je l'aurais adapté comme ça. Voilà. Je ne comprends pas les effets baroques, je ne comprends pas tout ça. Ça y est pas dans le roman, tout ça. Je veux dire, il y a un truc qui est absolument génial dans le roman, c'est quand le vampire Dracula raconte à Jonathan qui il a été. Mais c'est suffisant. Et vous mettez ça dans une salle de château abandonnée, très sale, avec une table de campagne, 2 personnages, il faut les acteurs, ça je vous le conseille. Avec 2 très bons acteurs, donc on n'a pas besoin de lumière, de machine, de trucs baroques, de choses de bidule, de délire, qui sont souvent le fait d'auteurs bon, qui, je veux dire, se servent de concepts qui ne sont pas à eux pour faire leurs œuvres à eux. Bon, vous avez le même phénomène avec Victor Hugo. Je veux dire, quand vous lisez Notre-Dame de Paris, vous allez l'adapter à votre sauce. Je veux dire, il faut être un peu humble aussi devant les écritures. Il y a des... On peut délirer sur le mythe du vampire, ça moi je ne conteste pas, mais délirer sur l'écriture de Stoker, j'avoue que je conteste un peu. Parce que c'est super bien écrit, quoi, c'est tout. On peut tout à fait le faire, mais il ne faut pas dire que c'est Bram Stoker, Dracula. Exactement, c'est ce que je disais. Voilà. On met Dracula, Coppola, comme c'est Fellini qui a raison. Quand Fellini dit Fellini, Casanova, Fellini, on va voir le Casanova de Fellini, on va voir la Rome de Fellini, Fellini Rome, etc., etc. Mais on ne dit pas j'ai, moi, fait l'œuvre, voilà. Nicolas, justement, en tant que metteur en scène, qui justement t'es penché sur le sujet, tu partages la même opinion ou... Alors oui, et en même temps, après, il y a des difficultés liées au support, puisque moi c'était au théâtre, donc j'ai eu du mal à faire rentrer le cimetière, les châteaux, tout ça. Donc j'ai eu cette difficulté-là, et une autre difficulté qui est temporelle. On est obligé d'enlever des choses pour que ça tienne en une durée... Voilà, donc je suis tout à fait de cet avis-là. Après, des fois, comme on ne peut pas... c'est choisir des ambiances, choisir des passages. Donc, avec des choix, il y a des sacrifices qui sont faits. Et quand on n'a pas les moyens nécessaires pour rendre ce qui est écrit, essayer de trouver d'autres moyens qui, selon soi, rendent la même ambiance, rendent les mêmes impressions. Mais nettement moins cher. Moi, j'ai beaucoup travaillé, et j'espère que ça fonctionne, en tout cas sur la suggestion, sur les ambiances.
avec du son, des lumières et beaucoup d'ombre. Enfin, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait de l'ombre, et surtout dans un type de roman comme celui-là. Et c'est avec ces outils-là que et les comédiens pour rendre tout ça. Mais sinon, je partage tout à fait. Et puis pour ce qui est de réduire les durées et tout ça, effectivement, moi j'ai utilisé un vidéoprojecteur qui donne les dates, les lieux. J'ai rajouté des cartes, parce qu'on ne sait pas obligatoirement où se trouvent spécialement certains lieux, pour aider le spectateur à savoir où on se trouve et quand. Donc aujourd'hui, en fait, comment adapter ou pasticher une œuvre aussi emblématique de son époque, donc du coup qui est vraiment coincée dans les codes moraux et sociaux de l'époque victorienne, alors qu'aujourd'hui, en fait, tout ça a plus d'un siècle, tout ça est très daté, en fait, la société a énormément évolué depuis, donc comment se pencher là-dessus justement pour que l'œuvre parle, les adaptations, les pastiches ou les suites puissent parler en fait à un public contemporain? Des fois, c'est pas la peine de pasticher. Hein. On vient de se taper un vampire pendant 5 ans, c'était bon. Ouais, je sais pas, je pense que les choses se font toutes seules. En fait, Dracula, ça draine des thèmes éternels, donc qui fonctionnent à toutes les époques. Alors, par contre, l'ambiguïté, ce qui m'a toujours étonné, c'est que Dracula, ça fonctionne au cinéma quand c'est vraiment situé dans son époque. Tous les Dracula qui ont voulu être réactualisés et se passer à l'époque contemporaine ne sont pas du tout crédibles, ça ne marche pas. Dracula fonctionne avec son époque, avec son environnement, alors que pourtant ça draine des thèmes éternels. Donc ça c'est un petit peu étonnant, mais c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé l'explication véritable. Un peu comme Lovecraft. Lovecraft c'est encore plus compliqué. Mais clairement, notamment, lui, c'est mieux réussi quand c'est vraiment dans les années 20, parce que là, il y a une certaine ambiance, on dit quoi, du Lovecraft à notre époque. Et puis en plus, Lovecraft, il y a un problème énorme, c'est visualiser l'univers de Lovecraft. C'est tellement complexe, tellement intellectuel qu'il faut être vraiment très très fort pour arriver à le rendre en image. Pour l'instant, je crois que personne n'est arrivé. Moi, je pense que si justement on ne met pas le vampire dans un univers contemporain, j'ai peur que le fait de le mettre tout le temps dans la même époque, j'ai peur que le vampire va s'essouffler avec le temps. Moi, j'ai parlé de Dracula. Ah oui, d'accord, de Dracula. Donc, autant pour moi. Autant pour moi. Bon, moi, j'ai essayé tout à l'heure de montrer ce qui est l'ambiguïté de Dracula, c'est qu'à la fois, comme on vient de le dire, les personnages de vampires gothiques ne sont plus à la mode, alors que Dracula continue à l'être. Donc là, il y a une espèce de mais comme on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est parce qu'il s'est élevé au rang du mythe, et donc il dépasse complètement la problématique actuelle des personnages de fiction. S'il vous plaît, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est encore dans une démarche d'angélisme où tout est bien qui finit bien, à la fin le monde n'est pas gouverné par les vampires, alors qu'actuellement on a dépassé un peu les scénarios hollywoodiens où tout se termine bien, et si on se réfère à l'histoire initiale, Vlad était bien le seigneur, celui qui dirigeait, celui qui régnait, celui qui empalait les gens. Donc, est-ce que dans notre évolution, où on a un réalisme qui est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, risqué pour le fonctionnement de la société, on n'est pas dans une démarche où bientôt on ne sera plus dans le tout est bien qui finit bien, et ce qui changera complètement l'ambiance, en tout cas, de ce qui se passe, de l'évolution où on sent quand même, au travers du récit, que ce vampire ne va pas sortir victorieux entre lui-même, alors qu'aujourd'hui on serait plutôt pour attention à la victoire des vampires quand même. Personnellement, moi je pense que si dans le roman de Stoker le vampire est terrassé à la fin, c'est pour des raisons, je
dirais presque de société. Stoker voulait écrire un roman édifiant, et il fallait que pour les lecteurs victoriens, le roman soit édifiant. Mais en fait, il a conçu le roman de telle façon que cette fin paraît totalement artificielle. À mon avis, hein, ça c'est mon point de vue de lecteur. C'est-à-dire que Dracula est un personnage qui domine tellement les autres qu'on ne voit pas pourquoi il devrait être vaincu par l'un de ces personnages totalement falot, hein, parce que parmi les adversaires de Dracula, en dehors peut-être de Mina, qui est un personnage exceptionnel, mais en dehors de Mina, ils sont tous minables, hein, c'est une bande de minables, et Van Helsing en tout premier lieu. Donc on pourrait dire que véritablement le personnage qui domine, c'est Dracula, et cette fin est aussi artificielle que les happy ends des films américains aujourd'hui, dans l'autre sens. Juste pour rebondir, je suis assez d'accord. On sent que la fin, elle est plus pour la convention. Je reviens sur Don Juan de Molière, parce qu'on en parlait. Pareil, il y a une fin super rapide où Don Juan arrive en enfer. C'est fait en 3 pages, alors tout le reste, on doit faire ses exactions. Et là, pareil sur Dracula, la fin est très rapide, alors que le livre est long. Et moi, personnellement, quand je l'ai lu, à la fin, quand on referme le bouquin, c'est quand même Dracula, Renfield, les scènes avec Mina, Lucie, qui restent, le début avec le château, plutôt que le moment où il se fait tuer. Enfin, après, c'est comment chacun le perçoit, mais... Moi, je pense que la fin, effectivement, peut avoir un petit côté commercial pour l'époque, parce que déjà que l'éditeur trouvait que c'était trop long, et quand le bouquin est paru, la nouvelle qui s'appelle L'invité de Dracula n'a pas été éditée de suite, parce que l'éditeur trouvait le bouquin trop long. Et c'était dommage parce que L'invité de Dracula, qui est le prologue du roman, est très important pour comprendre, enfin, pour la suite. Bon. Alors déjà, il y a peut-être ça, le côté bon, mais moi je pense,